Bienvenue dans cet épisode spécial Au-delà du mur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une invitée extraordinaire, une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Cette femme incroyable est une mère de 2 enfants qui n'a jamais laissé les responsabilités familiales entraver son esprit aventureux et son dynamisme contagieux. Même lorsque ses enfants étaient tout petits, elle a réussi à concilier sa vie de parent avec ses passions et ses ambitions. Toujours en quête de nouvelles expériences, elle n'a jamais perdu de vue l'importance de vivre pleinement et de suivre son propre chemin, malgré les défis que la vie pouvait lui présenter. Et maintenant, préparez-vous à être émerveillés, car cette mère dévouée et audacieuse est sur le point de partir pour une aventure extraordinaire avec sa famille recomposée. Dans quelques jours seulement, ils s'envoleront vers de nouveaux horizons pour un voyage de 6 mois, prêts à explorer le monde ensemble. Son envie de faire les choses à sa manière et de vivre pleinement sa vie est tout simplement inspirante. Elle nous montre que la parentalité ne signifie pas abandonner ses rêves, mais plutôt les intégrer harmonieusement dans sa vie et partager ses expériences enrichissantes avec ses proches. Nous avons hâte de découvrir les motivations, les défis et les joies qui l'attendent lors de ce périple familial unique. Préparez-vous à être captivé par l'histoire de cette mère exceptionnelle qui refuse de laisser les conventions la limiter et qui embrasse chaque instant avec une énergie contagieuse. Restez à l'écoute pour notre entretien passionnant avec cette femme qui incarne le véritable esprit de l'aventure et de la vie pleinement vécue. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille, ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Ma chère Malika, bienvenue. Merci. T'as bien mangé? J'ai bien mangé, oui, merci beaucoup. Ça va, mes enfants, ils t'ont pas terrorisé? Non, ça va, j'ai l'habitude des enfants. Ah ouais? Bon, les tiens sont un peu plus grands. Les miens sont un peu plus grands, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus sages. Ah ouais? Ouais. T'es en train de doucher mes espoirs, moi qui croyais que les enfants, dès le moment où ils avaient atteint un certain âge, ils te laissaient tranquille, tu pouvais faire ce que tu voulais. Ah, je sais pas, on dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Tant qu'ils dorment, c'est l'essentiel. Donc toi, tu as 2 enfants, c'est ça? 2 filles? Ouais, j'ai 2 filles. Elles ont quel âge? Elles ont 8 et 11 ans. Ok, et tu as dit que ton compagnon, il a également 2 enfants? Il a également 2 enfants qui ont 8 et 11 ans. Waouh! Mais une fille et un garçon. Ah ouais, donc le soir, c'est animé à la maison. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah ouais, clairement, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Malika Babst, j'habite en Gruyère. J'ai pas grandi en Gruyère, je suis née à Genève où j'ai fait toute ma scolarité et mes études jusqu'à la fin du collège. Et c'est après ça que j'ai pris une année sabbatique. J'avais l'envie d'aller donner des cours en Tanzanie, chose que j'ai fait sur une petite période. Et ensuite, je suis rentrée sur Fribourg, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que étant petite, je faisais des allers-retours entre Genève et Fribourg. Et je dois dire que c'est ici que je me plaisais le mieux. Voilà, je me perds un peu dans toute l'explication de ma vie entière depuis toute petite. Mais bon, maintenant, j'habite toujours ici dans ce canton. Je suis enseignante au secondaire 1 de formation. Mais j'ai ensuite commencé une thèse de doctorat à l'université de Fribourg. Et depuis, j'ai basculé sur la formation des enseignants. D'abord, je faisais 50-50 entre la formation des enseignants et l'enseignement. Et puis là, depuis 3 ans, je fais que la formation des enseignants. C'est plus compliqué les enseignants ou les enfants? Alors, très honnêtement, c'est un peu équivalent, je dirais, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Parce que quand tu travailles avec des adolescents,
tu sais que c'est des ados, tu mets de l'eau dans ton vin, mais tu es souvent surpris quand même par ce qui peut arriver dans la vie à l'école. Et ensuite, tu dis, ouais, je vais aller travailler avec des adultes, ça va être tellement cool, en fait. Tout est facile avec les adultes, et pas du tout. Ça reste des êtres humains. Donc, ouais, un peu kiff-kiff, mais pas les mêmes problématiques. Avec leurs complexes, etc. C'est ça. Chacun vient avec son bagage. Ouais. Tu nous as parlé d'un séjour, d'une année sabbatique en Tanzanie. C'était venu d'où, cette idée? Alors, il faut savoir que ma mère, elle est née au Zimbabwe. Donc, elle a vécu là-bas pendant 6 ans. Et elle m'a toujours parlé de ça quand j'étais petite. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'a toujours parlé. Je pense que le côté Afrique, c'est venu de là. Et ensuite, j'ai beaucoup souffert au collège. J'ai pas du tout aimé étudier. Parce qu'en fait, j'ai jamais étudié jusqu'à la fin du collège. J'ai toujours été au cours et écouté. Et puis, ça passait. Et puis à la fin du collège, ça passait plus comme ça, mais j'avais pas les outils pour y arriver. Donc c'est là où j'ai eu vraiment beaucoup de peine. J'ai réussi à la raclette et puis j'ai décroché pendant une année, mais en sachant que je voulais revenir. Mais voilà. Et puis j'ai toujours aimé travailler avec les enfants et autres. Donc j'ai trouvé en fait un programme en Angleterre qui envoyait des jeunes en Tanzanie et puis on pouvait aller donner des cours d'anglais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tanzanie, ils commencent leur scolarité en Swahili. Et puis, dès qu'ils arrivent au secondaire, t'as tout en anglais. Mais suivant où ils sont, ils parlent pas l'anglais. Ouais. Donc, voilà. Donc là, j'ai débarqué là pour donner des cours d'anglais. Et voilà. Waouh, génial. T'avais dit que t'étais anglaise. Tu viens d'où en Angleterre? Alors, je viens de... C'est difficile à dire parce que ma famille a, comme tu as peut-être compris, pas mal bougé, mais plutôt du sud, autour de Londres. Okay. Entre Londres et Bristol. Ouais. Et ils se sont perdus, ils sont venus se perdre en Gruyère, enfin à Genève. Que ma mère. Ah. Ma mère, elle s'est fait kidnapper par un Suisse. Ah, voilà. Après les vacances à la neige, c'est en Suisse. C'est très bien. Une des raisons qui fait que tu es là ce soir, c'est pour que tu nous parles aussi du sport que tu pratiques. Alors, c'est pas un sport singulier, hein, c'est une combinaison, c'est plutôt la combinaison que je trouve qui est singulière. Ça s'appelle le swim run. Pour les gens qui auraient un doute sur ce que c'est comme sport, tu pourrais nous dire de quoi il s'agit? Oui, c'est un nom donc composé de 2 mots, swim, natation, et run, course à pied. Et puis c'est un sport assez nouveau, c'est né en Suède, si je dis pas de bêtises, dans les années 2006. Et c'est un sport qui est né d'un pari lors d'une soirée arrosée dans l'archipel de Stockholm. En fait, plusieurs personnes se trouvaient dans un hôtel et se sont lancées le pari de rejoindre un autre hôtel à 75 km de là, en traversant plein d'îles, en fait. Une trentaine d'îles, si je ne dis pas de bêtises. Et ça représente 65 kg de course à pied et 10 kg de nage. Donc eux, ils ont commencé ça, ils ont essayé une fois en mode défi. Ils ont relancé ça l'année d'après parce qu'ils ont réussi. Et ensuite, ils ont contacté des personnes qu'ils connaissaient qui sont spécialisées dans des courses type raid d'aventure et leur ont demandé de lancer ça comme sport, en fait. Et puis, ça a commencé. Et ensuite, ils ont lancé ça de manière internationale en commençant par la Suisse, les Grisons. Et après, ça a pris comme une traînée de poudre. Pas en Suisse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du manque de nageurs, je ne sais pas. Mais en France, typiquement, là, c'est hyper répandu. Il y a vraiment beaucoup de courses en France maintenant. Et le niveau monte pas mal d'année en année. C'est un sport hyper jeune qui a moins de 20 ans. Qui commence par un pari, ça c'est des choses qu'on entend, c'est des choses qu'on entend très souvent. Et toi, t'es tombée comment là-dedans? Alors moi, c'est ma copine Laetitia, ma binôme, qui m'a parlé de ça C'était quoi? Je pense qu'on a commencé à en parler en 2017, parce que c'est son grand frère qui lui avait montré une vidéo en disant « Non mais regarde ces gens, ils sont fous, regarde ce qu'ils font ». Elle a vu ça, elle me dit « Non mais regarde, c'est trop bien, ils courent dans la montagne, ils ont leur bonnet, leurs plaquettes, donc pour nager, les baskets aux pieds, parce qu'il faut savoir qu'on nage avec les baskets et on court en combi en fait, parce que tout ce que tu prends au départ, tu dois l'avoir avec toi à l'arrivée. Donc là aussi, c'est assez rigolo de voir comment le matériel a évolué sur les différentes années. Et donc au début, on regardait ça de loin en se disant ils sont fous, on ne sait pas comment ils font ça. Puis après, on a essayé de le faire. La toute première course qu'on a faite, si je dis pas de bêtises,
Je suis plus sûre, mais je crois que la toute première, c'était le Xterra à la vallée de Joux, qui est assez court, c'est une quinzaine de kills. Et ça nous a bien plu. Et puis là, on s'est lancé sur une course un petit peu plus difficile à Annecy, la même année. Et puis là, on était crochés, c'est fini. Après, on n'a jamais arrêté. À fond dedans. Ouais, vraiment. À fond les manettes. Ouais. Ça se décompose comment? Est-ce qu'il y a une distance que vous devez faire avant de faire la transition? Comment ça se passe? Alors, souvent, quand on parle de sport, les gens ils disent ah, mais tu fais le triathlon sans le vélo. Et en fait, c'est pas du tout ça. Remets les pendules à l'heure, s'il te plaît. Ça ressemble pas vraiment au triathlon. Alors, c'est vrai qu'on court et qu'on nage, mais en fait, ça ressemble plutôt à du trail. C'est plutôt course nature, quoi. Mhm. Très, très peu sur le goudron. Mhm. Et ensuite, s'il y a un plan d'eau, on va le traverser, en fait. Mhm. Et parce que, bon, à la base, c'était le sport Ötilö, donc en suédois, d'île en île. Donc Mhm. à la base, vraiment île en île. Ensuite, ils ont amené, c'est pas pour rien qu'ils sont venus en Suisse faire cette course, et qu'ils voulaient montrer qu'on pouvait adapter ce sport à d'autres terrains. Et là, on était plutôt en montagne, et puis traverser le lac de Silvaplana et les autres qui sont là-bas autour. Et voilà, donc c'est vraiment un sport hybride, et t'as pas de distance fixe. En fait, l'idée, c'est vraiment de t'amener... En général, ces courses, c'est vraiment des belles courses avec des beaux paysages, et puis les gens, ils veulent t'en mettre plein la vue. Donc, ils t'amènent vraiment dans des beaux endroits, puis c'est plutôt ça qui va dire... voilà. Mais après, proportionnellement, en termes de kilomètres, t'as environ... Ça peut varier, mais t'as environ 20% de la course qui est de la nage. Ouais. Et donc, tu finis... Du moment que tu fais des courses un peu plus longues, tu finis quand même sur des proportions de nage qui sont beaucoup plus importantes que dans le triathlon, par exemple. Mais après, encore une fois, ça varie, parce que si tu es dans un endroit où tu nages dans des lacs très froids, on va te mettre moins de kills quand même, peut-être. Ouais. Ou Ouais. les lacs sont plus petits, donc c'est pas comme si tu traverses des bouts de mer ou autre. Ouais. Et au niveau des distances, alors Mhm. j'ai bien compris que c'était d'île en île, et puis en Suède, il y a quand même un paquet. Ouais. Mais une compétition classique, c'est combien de kilomètres à la natation et à la course à pied? Alors, ce qui est sympa, c'est que de plus en plus, maintenant, les organisateurs, ils proposent 3 distances. Donc, tu auras la distance pour introduire un peu le sport, parce que c'est quand même un sport qui peut être un peu impressionnant. Vu de l'extérieur, on ne sait jamais trop comment ça va aller. Puis on voit des gens souvent, on attrape un peu froid, enfin, ça dépend où c'est. Mais voilà, donc ils proposent souvent une distance courte, qui est moins de 10 kills. Ensuite, on a les distances sprint, qui sont entre 15 et 20 kills. Et puis après, tu as les distances, je dirais, les plus habituelles, en fait, qui sont 35-40 kills. Et puis après, tu as les ultras. Là, il y a peu d'ultras. Il y a une course dans le Verdon, c'est environ 70 km. Si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Et puis 12 kills de nage. Et puis les championnats du monde, c'est un format ultra où tu as 65 kills de course à pied et 10 kills de nage. Wow. Quand je fais le calcul mental du temps qu'il me faut déjà pour faire 1 kilomètre, j'imagine le temps d'effort que ça représente. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que 1 kill de nage représente 5 kills de course à pied en termes d'effort. Moi, je préfère faire les 5 kills de course à pied. Moi, j'aime mieux les nager. Ah, ouais. Et autre élément qui est aussi particulier, alors c'est un sport qui se pratique, comme tu l'as dit, en binôme. Ouais. Pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi ça se pratique à deux déjà? Oui, alors à la base, c'est vraiment pour des questions de sécurité, parce que comme on trail, on est en semi-autonomie. Donc, il y a des gens qui font de la sécurité sur les courses, mais ça nous est déjà arrivé de nager 1 kill sans voir personne. Tu vois peut-être un bateau loin ou comme ça. Alors, normalement, ils font quand même plus attention, et tu as des kayaks et autres. Mais l'idée, c'est vraiment que... Ça, c'est vraiment ancré dans la mentalité du swimrun, c'est qu'on est tous responsables les uns des autres. Donc, même tu verrais quelqu'un en difficulté sur le parcours, personne ne va lui passer à côté, en fait. On va juste s'assurer que ça va bien et puis donner un coup de main. Et puis le binôme, c'est vraiment dans cette idée-là où l'un est responsable de l'autre. Et on fait quand même des grosses distances. En course à pied, si t'es pas bien, tu fais un malaise, t'es fatigué, tu t'arrêtes au bord du chemin. En natation, tu coules. Ouais. Donc on a quand même une certaine responsabilité l'une envers l'autre. Ouais, je comprends tout à fait. Et puis au niveau de la natation, comment ça se passe? Toi, tu nages nettement mieux que moi. On peut faire un binôme, mais qu'est-ce qui se passerait? Tu dois m'attendre, tu peux prendre de l'avance et puis faire 6 fois le tour pendant que moi je fais qu'une fois. Comment ça se passe?
Non, alors nous, c'était le cas hein, quand on a commencé parce que moi, je viens de la natation, mais j'ai arrêté la compétition à 17 ans. J'ai pas vraiment nagé jusqu'à ce que je reprenne avec le swimrun. Et ma binôme, elle venait du triathlon et puis elle savait beaucoup mieux naviguer que moi, elle savait beaucoup mieux nager que moi en eau libre. Et en fait, tout bêtement, ce que je faisais, c'est qu'on nage avec une corde, un élastique, Oui. et je nageais derrière elle. Et comme ça, au début, j'avais pas besoin de m'orienter, j'avais pas besoin de... Ouais, je pouvais un peu profiter. Puis après, bon, c'était pas juste qu'elle fasse tout le job, alors je me suis engagée à mieux m'entraîner. Et puis maintenant, c'est un peu plus équivalent, on peut mieux se partager les tâches. Moi, je vais plus devant à la nage, et puis elle va plutôt devant en course à pied, en particulier dans les montées. Ouais, elle a ce talent-là. Ah ouais, alors vraiment par rapport à moi, il n'y a pas photo. Oh, c'est très bien, vous êtes très complémentaires. C'est ça. Ah, c'est génial. Et au niveau des entraînements, il existe des clubs, une fédération suisse de swimrun Non, il n'y a pas de fédération. Maintenant, au niveau international, les fédérations de triathlon commencent à s'intéresser au swimrun. Donc souvent, les swimrunners sont rattachés à ça. On a vu au dernier championnat du monde, la France a mis sur pied une équipe officielle. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est pas quelque chose qui se faisait avant. En Suisse, on n'a vraiment pas ça. On est peu de Suisses à pratiquer le swimrun. Par contre, il y a certaines filles qui ont vraiment des bons niveaux. Et au niveau des clubs, j'ai vu 2-3 tentatives de personnes à essayer de lancer un petit peu ça, mais encore une fois, vu qu'il n'y a pas des grands groupes, ça ne prend pas spécialement. Par contre, il y a une équipe internationale qui s'appelle la Team Envol. Moi, je fais partie de cette équipe. C'est Nicolas Ramirez qui est basé en Suède, forcément, Tiens donc. qui a lancé un peu cette équipe, ce mouvement, et puis je trouve vraiment sympa parce que ça a commencé avec des gens vraiment avec un bon niveau, et au final, l'idée, l'envie, c'est vraiment d'amener des gens dans ce sport. Et là, on voit aussi qu'on commence à amener de plus en plus d'enfants dans le sport, ce qui est vraiment pas évident parce que c'est quand même pas un sport facile et très accessible a priori. Mais voilà, on voit de plus en plus d'enfants arriver quand même dans ce sport. Et j'ai vu une photo d'ailleurs il n'y a pas longtemps que j'ai adoré, c'était une photo de toi avec une de tes filles à l'arrivée d'une course. Tu peux nous en parler? Je pense que honnêtement c'était la meilleure course que j'ai faite de tous les temps. Elle sera ravie de l'apprendre. Ouais, non, c'était génial. Alors, c'est justement sur le circuit de la Coupe du Monde de swimrun, ils proposent à chaque fois un petit parcours. Et là, une de ces étapes, elle a lieu à Cannes, en fait. Et j'ai proposé à ma fille qui fait de la natation et de la course à pied de la faire avec moi. Donc, ça représente 5 km de course à pied et 2 km de natation. Et au début, elle était « Wow, tu crois ?» Enfin, je sais pas. Et puis, finalement, elle était vraiment motivée à faire ça. Faut aussi savoir que depuis 2018, on court et on nage pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et là, on a fait ça pour ça. Elle était super motivée aussi à le faire pour cette cause. Et voilà, quoi, on est descendu à Cannes. On s'est mis... Je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre, en fait. Donc, on est allé tranquillement. Et elle m'a bluffée, elle m'a vraiment épatée. Je pense aussi le fait d'être à deux. Pareil que pour les adultes, ça motive vraiment. Ouais. On fait des trucs qu'on ferait pas tout seul, en fait. Et là, je l'ai vraiment vu chez elle aussi. Et c'était génial quand on a pu traverser des bancs de poissons. Alors, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de méduses. On n'a pas vu de méduses, mais on est sorti à la fin. On a vu des gens avec des piqûres de méduses. Oh, mais j'y crois pas. Tu m'as menti. Ouais, exactement. Mais elle est quand même revenue l'année d'après. Et ouais, c'était génial. C'était vraiment une bonne expérience. Et ça a suscité une vocation? Mais je crois quand même, parce qu'on s'en est pas trop mal sorti en plus. Avec la nage, on a pu bien avancer. On n'était vraiment pas ridicule. C'était une course adulte, hein, donc elle, c'était vraiment la plus jeune. Puis la première année, on a fait 2e. Génial. Et la deuxième année, on a fait 4e. Donc c'était cool. Et la 2e année, on a vu que justement plus de monde est venu avec des ados, des enfants. Et voilà. Ouais, ça faisait plaisir. Oh, bravo. Et au niveau individuel, où est-ce que tu te situes? Tu nous disais que tu faisais partie d'une team.
Ouais, moi, je me considère vraiment comme une touriste dans le sport. Vraiment, je le fais pour le plaisir. Après, je me passionne assez vite pour les choses. J'aime bien me donner les moyens. Mais disons que j'ai eu juste le niveau pour réussir à me qualifier pour les championnats du monde. Mais en y allant, j'espérais pas. Enfin, mon objectif, c'était de réussir à finir la course. Et comment ça s'est passé, si ça a déjà eu lieu? Alors, ça a déjà eu lieu, c'était au mois de septembre l'année passée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Laetitia, donc ma binôme, on a fait cette course de la Coupe du Monde dans les Grisons au mois de juillet. Et puis, notre objectif, c'était de commencer à accumuler des points pour se qualifier peut-être 2023-2024. Et on a fait cette course et on s'est qualifié directement, en fait. Donc, ça nous laissait 2 mois pour passer d'un format de 35-40 kg à 75 kg. Et on a quand même hésité. Enfin, non, c'est pas vrai, on n'a pas hésité. Laetitia, elle m'a dit on peut pas. J'ai dit oui, on peut. J'ai pas trop laissé le choix. Et puis bon, c'était facile de la convaincre. Enfin, elle n'a pas réellement eu besoin de se faire convaincre. Mais voilà, on a dû vraiment augmenter les heures d'entraînement pour juste réussir à finir, en fait. Mais c'était vraiment une belle aventure. On est partis les deux là-bas sans trop savoir à quoi s'attendre. Donc on entendait plein de choses. Tout le monde qui disait que c'était la course la plus dure qu'ils aient jamais fait, que c'était super glissant, que ça faisait peur, qu'il y avait des méduses. Et puis souvent, moi, je relativise quand on dit des choses comme ça parce que souvent, c'est un peu survendu. Oui. Et en fait, c'était pas du tout survendu. C'était la vérité. C'était vraiment la vérité. Non, mais j'ai été soulagée parce que quelqu'un m'avait dit par exemple ah, tu verras, il y a pas mal de méduses, mais elles piquent pas. J'ai dit ah bon, ok. Et en fait, je mets la tête dans l'eau et il y avait des méduses, des centaines de méduses partout. Je disais, mais heureusement que je sais qu'elles piquent pas, parce que du coup, j'ai pu nager, j'avais pas peur, j'en avais plein le visage, plein les mains. Vraiment, je pense que ça doit être la période de je sais pas, de migration, de reproduction, j'en sais rien, j'y connais rien, mais elles sont vraiment absolument partout. Et donc, déjà là, waouh. Et après. La première nage, elle se fait à l'aube, donc il fait un peu nuit, t'as tout le monde qui part en même temps, c'est juste une vitesse folle, quoi. Il y a un niveau vraiment élevé devant, et c'est magnifique, les paysages, c'est vraiment la folie. Et après, t'arrives sur les premières pierres, et en fait, les 10 premiers kills, j'ai jamais mis mes pieds sur un truc aussi glissant, t'as l'impression d'être sur des pierres en glace. Ah ouais. Donc ouais, c'est assez impressionnant, on n'a pas fait les malines, quoi, sur les premiers bouts. Et puis après, ça va, ça se calme, ça devient un peu moins glissant sur la suite. Bon, bah ça va, t'es revenu à un seul morceau. Ça reste une belle expérience. Et tu parlais d'un système de points, c'est un peu comme les Ironman ou alors si on prend aussi un peu le trail, pour participer à l'UTMB, qui est un peu les championnats du monde comme pour les triathlètes, il faut cumuler des points. C'est ça, ouais. Donc, vous avez participé au championnat du monde l'année passée, ça te titille un peu de remettre ça? Alors oui, on s'est dit qu'on pouvait refaire quelques points cette année, là, le week-end prochain. Malheureusement, Laetitia a fait une chute en VTT et a eu quelques points de suture dans son doigt. Donc on s'est retiré de la grande course, mais on va probablement faire le sprint. Mais là, du coup, tu fais pas de points. Mais c'est pas grave, on va aller faire l'année d'après quand je reviendrai. À chaque fois que je reçois un ou une invitée, je les soumets à la redoutable séquence de Sur le Grill. J'ai préparé 10 questions auxquelles il faut répondre le plus vite possible. Mais ça fait peur. Ah non, il y en a une qui est hyper importante et D'accord. je dois te dire que je suis quand même hyper déçu parce que j'ai très rarement entendu la réponse que je voulais entendre. Ah oui. J'ai foi en toi. En plus, t'es une gruyérienne. Allez. Est-ce que tu es prête à passer sur le grill, Malika? Oui. Au-delà du mur, sur le grill. C'est parti. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Journaliste. Dis-moi quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas. T'es maladroite, tu tricotes à l'envers. Je suis très maladroite. Je tombe très souvent. Du coup, ça a dû être un exploit pour pas que tu te fasses mal lors des championnats. Je me suis fait mal. Ah, bon. T'es plutôt vacances balnéaires ou trek? Plutôt trek, mais j'aime bien arriver à un point d'eau. Ouais, toujours un peu d'eau. C'est ça. Ton exemple dans la vie, si tu devais citer un seul. Mon exemple, une personne. Moi? Ouh là là. C'est très bateau, hein, mais je vais dire ma maman. Non, c'est très bien, les parents, c'est très bien.
T'es plutôt fondu moitié-moitié ou vacherin? Plutôt vacherin. Bien joué. C'était celle-là? Mais c'était celle-là. C'est hyper important. Ferme les yeux, tu claques des doigts. Où est-ce que tu te vois? Ah, mais je trouve ça compliqué comme question parce que je pourrais me voir à plein d'endroits en même temps. Le premier qui vient. Ah, bon, je me vois à la première destination de mon voyage à venir. Tu nous en parleras plus tard. Swim ou run? Swim, all the way. On se revoit dans un an. Tu me raconteras quoi comme histoire? Eh bien, j'espère que je te raconterai l'histoire passionnante de mon voyage à venir, justement. Et comme il s'est bien passé. Sacré teaser quand même. Vivement que tu nous racontes cette histoire. Oh là là. Tu te serais posé quoi comme question à ma place? Mais je voulais savoir quand même pourquoi les podcasts sur la course à pied. Je trouvais ta réponse intéressante. Ah, alors pourquoi la course à pied? Bateaument et sans romance, c'est que c'était le seul sport que je pouvais faire quand je voyageais beaucoup au début de ma carrière. C'est plus facile de transporter des chaussures de course à pied et un outfit que un vélo, par exemple. Ou des plaquettes de natation, quoique. Mais bravo, tu t'es très bien sorti, bravo. Merci. Je te félicite. Et il y avait une question que je voulais également te poser, c'était vraiment les difficultés. Alors, c'est déjà pas facile de faire du sport quand on n'a pas d'enfant. C'est déjà pas facile de faire du sport quand on est papa et qu'on a les enfants, sans vouloir faire le macho. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est encore moins évident de faire du sport quand on est maman et qu'on a 2 enfants. Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris? Eh ben, écoute, si je réfléchis tout de suite après mon premier accouchement, j'ai repris le sport 6 semaines après. Et je me souviens que j'avais été avec mon équipe de uni-hockey à l'époque m'entraîner le long de la Gérine. Mais c'était pas après la première, ça c'était après la deuxième, mais peu importe. Quand le bébé était tout frais, j'ai reçu un appel au beau milieu, j'ai dû repartir en courant parce qu'en fait je l'allaitais à l'époque et elle me voulait trop, donc j'avais pas pu finir cet entraînement-là. Une autre anecdote, alors ça c'était avec la première, je me suis dit bon allez je vais aller courir, j'habitais à Corpato à l'époque, j'étais partie dans la forêt et en fait je connaissais pas très bien ce village et je me suis paumée parce que j'ai pris un sentier forestier et je savais pas trop où ça allait, j'ai sauté par-dessus un tronc, ensuite il y avait des orties, des ronces et je me suis dit ah mais c'est bon je saute par-dessus, je ressortirai de l'autre côté, puis de fil en aiguille je me suis retrouvée à pas pouvoir revenir en arrière et puis pas savoir où j'étais. Et là aussi, la petite avait faim. J'étais, oh mon Dieu, mais quelle mère indigne. Mais c'est bon, je l'ai retrouvée, je l'ai nourrie et tout le monde va bien. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu compliqué au début, c'était avec l'allaitement. Pareil, quand j'avais des matchs de uni-hockey, à la mi-temps, j'allaitais ma fille. Et je pouvais jouer en allaitant, ça passait. Voilà, et puis après, on s'adapte petit à petit. Après, moi, je suis assez... à prendre mes bébés comme des petits sacs à main. Je les prends partout avec moi. C'est horrible, j'ai de comparer mes enfants à sac à main. Non, pas du tout. Mais voilà, en fait, je les embarque. Et c'est clair qu'on ne peut pas faire l'entraînement parfait comme on voudrait de course à pied. Mais voilà, on prend sa poussette, on y va, c'est cool. Moi, elles ne se sont jamais plaintes, elles ont toujours bien aimé ça. Après, elles sont devenues trop grandes pour la poussette, où j'en avais 2. Une est passée dans la charrette, l'autre est passée sur le vélo. Des fois ça râle, des fois ça râle pas, mais de manière générale, je sais qu'elles aiment assez bien puisqu'elles s'y sont mises aussi. Donc maintenant, les 2 aiment bien courir, les 2 aiment bien nager. Ça devient aussi plus facile à mesure qu'elles grandissent parce que je vois là, pour mes entraînements de natation, j'aimais beaucoup, c'est que je pouvais finalement les laisser jouer un petit moment, moi nager, ensuite on fait un moment ensemble. Voilà. Il y a aussi un endroit où j'aime bien m'entraîner pour la course à pied, c'est tout bête, mais au stade du Mouret, parce que je peux faire certains entraînements spécifiques, et puis elles adorent la place de jeu qui est juste à côté. Donc c'est aussi repérer les bons spots, en fait. Et mine de rien, quand je vais faire ça, elles ont vite fait quelques petits tours elles-mêmes, quelques petits renforcements musculaires. C'est assez drôle, les années où j'ai eu besoin de m'entraîner un petit peu plus, typiquement pour les renforcements, j'avais tout un coup des petites qui spontanément commençaient à faire une planche au milieu du magasin ou je sais pas quoi. C'était assez rigolo. Mais voilà, c'est un peu cet aspect de faire les choses sans trop les réfléchir en fait. Mais c'est juste magique le nombre de conseils que tu viens de donner, y compris à moi. Alors je ne vais pas faire
la planche avec mes enfants, tu vois, ils sont pas encore suffisamment disciplinés. Mais comme quoi, on peut quand même faire du sport quand on a les enfants bas âge. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, c'est trop compliqué, il faut que j'arrête de faire du sport? Non, je me suis jamais pris la tête en fait. Si à un moment donné ça allait pas, enfin j'ai pas de problème à pas faire de sport 1 ou 2 semaines. Mhm. Puis après, alors j'ai peut-être pas l'entraînement le plus équilibré au monde, mais voilà, enfin moi j'aime bien faire les choses ouais, sans prise de tête. En fait, je pense que si on essaye de faire quelque chose de trop programmé, trop téléphoné, c'est compliqué. Après, typiquement, si je veux prendre une période où j'ai fait quelque chose de très programmé, qui n'est pas vraiment mon habitude, entre le mois de juillet et le mois de septembre l'année passée, pour pouvoir justement réussir à finir cette course, bah là, ce que j'ai fait pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus structuré, c'est qu'une partie des entraînements, j'ai fait quand mes filles dormaient. Mais ça, je le fais plus, parce que il fallait avoir vraiment un objectif pour lequel j'étais motivée pour le faire. Alors, ça veut pas dire que je le ferai plus jamais, mais là, en ce moment, je le fais pas, parce que j'aime aussi bien faire l'apéro, comme ça. Enfin, c'est pas mon seul... T'es dans une autre phase, quoi, de C'est ta ça. vie. Et d'ailleurs, il y a une phase de ta vie qui va débuter très prochainement, ce qui fait que on s'est vu rapidement avant que tu puisses entamer cette nouvelle aventure. Ouais. Je vais te laisser nous en parler. Oui, là, c'est un peu toujours dans cette même dynamique de vouloir faire quelque chose que peut-être que les gens ne font pas forcément avec des enfants en bas âge, mais c'est de partir pour un voyage de 6 mois. Comment commencer à expliquer ce truc? Un gros Donc- boulet, tu poses ça comme ça, et puis voilà, je vais partir pendant 6 mois. Bam! Donc oui, l'idée c'est de partir en Asie du Sud-Est pendant quelques mois et ensuite de partir en Afrique du Sud. Et voilà, c'est une idée qui est venue de mon ami. On l'a un petit peu discuté. Et on s'est dit, ouais, mais bon, pour pouvoir faire un truc comme ça, de toute façon, il faut déjà pouvoir déscolariser les enfants. Mhm. Donc on s'est dit, on va commencer par ça, puis on verra bien si c'est possible ou pas. Et finalement, ça a été très vite possible et moins compliqué que ce qu'on pensait. Donc tout d'un coup, on a eu cette nouvelle que voilà, c'était possible de déscolariser les enfants, que finalement, ça avait l'air plutôt possible de partir faire ce voyage. Au niveau professionnel, c'était aussi un moment charnière pour les deux. Donc on s'est dit, pourquoi pas en profiter. On pose tout et on part 6 mois. Là, ça fait quelques mois qu'on est en train de tout poser. Tu poses pas tout en 2 secondes. En fait, tout d'un coup, tu réalises que, il va falloir mettre l'appartement en location, la maison de mon ami aussi, parce qu'on n'habite pas toujours ensemble. Et ouais, voilà. Mais on est en train d'organiser tout ça. Et puis, je pense qu'on va être prêt pour lundi prochain. Ah, dans 2 semaines, non? Ouais, c'est ça. Donc il va falloir louer Oui, deux en fait, apparts, exactement. il va falloir louer 2 appartements, empaqueter, et puis se figer un peu dans ce que vous voulez faire. Tu m'avais dit que, par contre, vous avez une idée, enfin, vous avez une trame de l'histoire et de l'aventure que vous voulez vivre. Par contre, vous avez un billet pour l'aller, le retour, vous l'avez aussi ou pas? Non, on n'a pas de billet retour, mais n'ayez pas peur, nous allons revenir pour les gens qui écoutent. Non, on a un billet d'aller au Sri Lanka avec une escale d'1 semaine aux Maldives. On s'est dit que ça valait la peine pour 60 francs de plus de faire ce petit arrêt. On pense ensuite passer par l'Indonésie, le Népal. Et après le Népal, on descendra en Afrique du Sud. Et suite à l'Afrique du Sud, on ira en Namibie. Sachant que ça peut évoluer parce que justement, on se laisse cette possibilité d'aller un peu en fonction des envies et puis des ressentis de chacun. Parce que si on se sent pas très bien dans un endroit, on veut pouvoir aussi changer de pays plus vite, ou au contraire, si on a envie d'y rester plus longtemps, profiter d'y rester. Voilà, se laisser un peu ce luxe du temps. Absolument. Et de la flexibilité. Tu as parlé de plein de choses hyper importantes que pour les parents qui sont peut-être un peu psychorigides comme moi je le suis de temps en temps. Moi aussi. Tu as parlé de déscolarisation des enfants. Comment ça va se passer? Quel âge ils ont ces enfants? Vous en avez 4 avec vous? C'est ça. Mais mon Dieu, que fait la police et l'éducation de ces enfants? Alors, il y a 2 façons de pouvoir les déscolariser. La première, c'est si on n'est pas enseignant, simplement on les déscolarise pendant 1 année. On va faire notre voyage, on revient et on les remet dans le degré dans lequel ils étaient au moment de partir. On n'a pas voulu faire cette option, même si ça aurait été peut-être plus léger pour nous, mais je pense pas que
je pense pas que nos enfants auraient apprécié de rejoindre les petits. Je pense un peu ça. Et puis l'autre option, alors sur le canton de Fribourg, c'est un petit peu plus compliqué que sur d'autres cantons, c'est qu'il faut un diplôme d'enseignement pour pouvoir donner les cours à ses propres enfants. Donc, coup de chance, j'ai ça dans ma poche. C'est du destin. Voilà. Et du coup, j'ai pu proposer un programme pour les plus petits et pour les plus grands. Et puis, on va gérer ça. Ouais. Donc, il n'y aura pas que la belle vie et les treks et la plage, ce qui tombe bien d'ailleurs parce que tu as la combinaison idéale. C'est ça. Mais il va quand même falloir bosser, bûcher un peu pour avoir le niveau pour pas se retrouver avec les petits l'année prochaine. C'est ça. Mais franchement, je suis confiante. Et comment est-ce qu'ils se sentent les enfants à cette perspective ? Eh ben écoute, je pense qu'ils se réjouissent quand même. C'est clair qu'il y a quand même eu 2-3 moments où ils avaient des questions, quelques appréhensions. Un soir, c'était assez intense. Ma petite, elle est venue vers moi et me fait « Maman, en fait, j'ai peur. » Je dis « Ouais, mais c'est normal, tu sais, moi aussi j'ai peur. » Elle fait « Non, mais j'ai peur de mourir. » Puis je dis « Bah moi aussi en fait, mais c'est normal, ça fait partie du truc. » Enfin, tout le temps, tout le monde, partout. Donc après, elle a relativisé le truc aussi. Et puis elle est moins venue avec ça. Après aussi, je pense que ce qui fait un peu peur pour eux, c'est de quitter la maison. Donc là aussi, on a eu la discussion, mais finalement, c'est quoi qui fait la maison ? C'est les gens qui y sont. Donc on y va tous. C'est comme si on prend la maison avec. Alors là, je rigole parce qu'on a donné notre appartement avant-hier. Et j'ai dit à mes filles, bah voilà, maintenant ta maison, c'est ton sac. Et franchement, c'est bien passé. J'étais pas sûre, mais c'est bon. Elles ont assez... Je pense que vraiment, elles se réjouissent maintenant. Pas matérialiste pour un sou, donc c'est très bien. Bah écoute, pas trop, non. Elles sont d'accord de laisser tout, en fait. Comment est-ce que vous avez dessiné aussi la carte des endroits où vous voulez aller ? Vous avez pris une carte du monde et vous avez dit, quelle est la partie du monde où on va aller ? Non, alors on savait que... Alors déjà, il y a une question de budget. L'Asie, c'est moins cher que l'Amérique. L'Amérique, c'était déjà pas... Voilà. Quand on part à 6, c'est pas pareil. Ensuite, on avait une envie d'aller en Australie aussi. Mais on s'est dit, bon... Moi, j'avais bien envie d'aller en Afrique du Sud parce que justement, il y a ma famille là-bas et j'y suis pas retournée depuis 20 ans. Donc, ce serait quand même cool. Et puis, cool de le faire avec les filles. Et voilà, après, je sais pas trop. Petit à petit... Il y a des pays qui ont fait une entrée sur le programme, qui sont repartis, et puis voilà, de fil en aiguille, on arrive à ça. Et puis au niveau, également autre question, je me rappelle de cet âge si doux qu'est l'âge bête, l'adolescence, la promiscuité, le fait d'être collés les uns sur les autres tous les jours pendant 6 mois, forcément ça va friter. Ouais. Alors moi alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai pas beaucoup de filtres. Je parle volontiers de tout et puis je parle de manière assez explicite avec mes filles de leur propre, enfin même les 4 enfants en fait, de leur propre comportement, à remettre un peu en question certaines choses ou justement parler de la puberté qui pourrait arriver ou non pendant le voyage. Voilà, on en parle. Des fois on s'engueule, mais pas trop encore, ça va. Mais, donc c'est très sain quoi, c'est très sain. Si vous partez et puis qu'ils sont déjà dans cette configuration là, ça sera plus simple. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de clash, mais j'imagine que ça sera quand même plus simple d'exposer les choses dès le moment où ça commencera à devenir tendu. J'espère. Donc vous avez tous les ingrédients pour que le voyage se passe très bien. J'espère. Qu'est-ce que tu penses que ce voyage il va vous apporter à vous 6 ? Écoute, j'espère que... Je pense qu'il va nous amener une autre perspective aussi. Moi, si je réfléchis un peu au voyage que j'ai fait seule, habituellement, si je pars un peu plus longtemps, je pars toute seule. Je reviens toujours avec un autre regard. C'est bête, c'est un peu bateau, mais avec un autre regard sur le monde, sur les gens, sur l'endroit dans lequel on vit. Et puis, j'espère qu'ils arriveront à prendre assez de recul pour ça. Et puis, au niveau familial, je pense que c'est jamais presque on peut prendre 6 mois comme ça avec des enfants de cet âge-là puis juste vivre sa vie. Donc ça vraiment c'est le côté qui me réjouit beaucoup. Découvrir que le monde il n'est pas forcément cantonné à notre campagne fribourgeoise avec nos problèmes bien à nous et se rendre compte qu'il y a des gens qui ont bien moins de chance, en tout cas sur le papier que nous quoi. Ouais, puis aussi cette sortir un peu du moule, quoi. Voir que tout n'a pas besoin d'être fait. On parlait avant de faire des parcours linéaires. Tout n'a pas besoin d'être linéaire, en fait. Je pense qu'on est aussi beaucoup plus tolérant quand on allait ailleurs, quand on a vu ailleurs, quand on voit que tout le monde n'a pas la même réalité, en fait.
Ouais, c'est quelque chose qui me plaît bien. Bah, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ton parcours, c'est que justement, tu as parlé de linéarité, c'est que tu es quelqu'un, j'ai l'impression, qui a toujours su apprivoiser l'environnement dans lequel elle était. T'as des enfants, enfin t'as pas d'enfants, t'as des enfants, mais t'arrêtes pas de vivre, enfin tes enfants ça devient pas ta seule raison de vivre, et puis t'arrêtes tout, et puis t'arrêtes de vivre, donc tu les prends avec toi, et puis vous reconstruisez quelque chose, et puis vous partez vers autre chose. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment chouette, c'est vraiment génial d'avoir des gens qui ont cette envie de découverte, de se mettre en danger. Bah, c'est aussi quelque chose que j'ai très envie de transmettre à mes filles en fait. C'est un peu, je sais pas, je vais avoir un discours trop féministe, mais le fait d'être une fille aussi, de voir qu'on peut tout faire. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut faire moins de sport, qu'on peut faire moins d'études, que les choses sont plus compliquées. Des fois elles le sont, et des fois c'est réellement à cause de ça. Ça m'est arrivé quand elles étaient petites, une fois, il y a un truc qui m'avait marqué. Ma petite, elle courait devant moi, et il y a une dame qui l'a vraiment dit, mais attention, mais tu cours comme un garçon. Puis elle dit, mais non, je cours comme une fille. Donc ouais, un peu aussi cette... Pour moi, être maman, c'est pas arrêter de faire ce que j'aime faire pour être maman, en fait. C'est plutôt inviter mes enfants à venir faire ce que j'aime faire, et puis à faire aussi ce qu'elles aiment faire. Par exemple, moi je suis pas du tout musicale, je chante comme une casserole. Et mes filles, elles adorent aller à la chorale, elles y tiennent, alors elles y vont une fois par semaine. Et voilà. Du coup, je vais pas te demander de chanter. Non, demande pas de chanter. Non. Peut-être que ces 6 prochains mois, tu auras l'occasion de développer tes talents de vocaliste. Peut-être, on sait pas. Dans les cathédrales de l'Everest, je sais pas. Peut-être que l'Everest aura perdu quelques dizaines de mètres quand on va commencer à chanter, je sais pas. Oh là là. En tout cas, c'est vraiment un super exemple de vie que tu nous as donné, que tu m'as donné aujourd'hui. Je vais réfléchir à ce voyage de quelques mois, étant donné que mon petit garçon il va commencer l'école l'année prochaine. On s'est dit que l'année prochaine, justement, c'est l'occasion de faire un dernier grand voyage avant qu'il rentre dans le système. On va peut-être tordre un peu le système. Ouais, mais tu viens de me montrer que finalement tu peux le tordre quand tu as envie. Il faut un système, il n'y a pas qu'une façon de vivre dedans en fait. Absolument. Alors il faut que je choisisse une année sabbatique ou alors que je fasse un diplôme d'enseignant. C'est ça. Je pense que le diplôme d'enseignant c'est plus compliqué, mais ça va peut-être davantage m'inspirer comme challenge. Nouvelle vocation. Vocation je sais pas, mais c'est une corde à mon arc comme ça. Donc vous avez tous les ingrédients pour que le voyage se passe très bien. J'espère. Fingers crossed. Tu nous enverras une carte postale, j'espère. Ouais, donne-moi ton... Ah oui, j'ai ton adresse. Oui, une carte postale des Maldives alors. Ça marche. Yes, on fera ça. Je te souhaite un super voyage. Merci beaucoup. Profite bien. Et puis tu vas me raconter dans 6 mois. Yes. Ah ouais, avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, je voulais quand même pas quitter ce podcast sans avoir fait ma spéciale dédicace à Maë, Simon, Liv et Juliette qui, je pense, écoutent ce podcast pour s'endormir. Bonne nuit.